Sopanonde Zamanga Sopanonde Mesa Wayodraka Zamanga Sopanonde Meyo Dramo Shinamo Drano Abo. Au départ, j'ai des études de médecine classique, matérialiste, je dirais, hein, puisque je suis psychiatre, donc médecin spécialisé. Et puis j'ai fait pas mal d'allers-retours de mes études, de petites parenthèses très scientifiques aussi, dans le sens où j'ai fait des diplômes de statistique, d'épidémiologie, de neuroanatomie, de neurophysiologie. J'ai fait un DEA de neurosciences, enfin bref. Je me suis intéressé à la classification des maladies mentales, l'étude des échelles de mesure. Euh, au cours de mes études, donc j'ai aussi été pas mal au départ sur des méthodes très conventionnelles, hein, les thérapies comportementales et cognitives, ce qu'on appelle la psychopharmacologie, utiliser les médicaments. Mais petit à petit, je me suis tourné vers des méthodes de plus en plus, je dirais, sensibles, moins rationnelles, plus à l'écoute, intuitive du corps, de l'esprit, des émotions, comme la Gestalt ou les thérapies corporelles. Puis petit à petit, toujours, je suis allé vers des techniques qui élargissaient un peu la conscience, genre le MDR, l'hypnose. Et c'est au cours de ce changement progressif de méthode que je me suis aperçu qu'en état modifié, je dirais même pas modifié, en état élargi de conscience, parce qu'en fait, on est toujours en état modifié, dans la petite conscience rétrécie de la vie quotidienne, et d'ailleurs la plus modifiée de tous. Hein. Dès qu'on s'élargit, on reprend des capacités de la conscience, on dit des capacités non locales, plus fortes, plus lucides, plus intenses. Bref, au cours de ces études, en fait, ces études, c'est l'apprentissage de l'hypnose, de MDR, etc., j'ai vu le potentiel des états modifiés de conscience, et notamment, j'ai eu une sorte de, au cours de ma formation, une sorte de rencontre avec une sorte d'être qui était une sorte d'ange. Enfin bref, je dis une sorte d'eux pour dire que c'est pas très précis, mais j'étais très surpris parce que c'est absolument pas ce que je cherchais à l'époque. Et du coup, je me suis intéressé aux anges et au livre de Pierre Jovanovic, qui est un écrivain, enfin, c'était un journaliste scientifique, hein, qui a écrit sur un livre qui est célèbre là-dessus. Et puis, bon, d'accord, ça m'a surpris parce que c'est des choses que j'avais vécues. Et puis après, je me suis intéressé au chamanisme d'abord, parce que c'était aussi une technologie d'état modifié de conscience, le chamanisme, qui a amené encore dans d'autres domaines que les Occidentaux n'avaient pas trop exploré, enfin, en tout cas les modernes, les sociétés modernes n'avaient pas trop exploré, et qui appartenait à un autre registre, à un autre domaine. Donc moi qui suis très explorateur, entre guillemets, j'aime bien découvrir du vraiment neuf, quoi, du coup. Et lors des premiers séminaires de chamanisme que j'ai fait, bon, j'ai vu qu'il y avait plusieurs mondes. Il y a le monde de la réalité ordinaire, le monde du rêve, là où commencent à se passer les grands archétypes, les symboles, là où aussi se trouvent les animaux de pouvoir, etc. Puis le monde de l'esprit pur, avec un grand E, qui est celui de la conscience pure, qui crée ce monde du rêve, qui lui-même crée ce monde matériel. Donc c'est une inversion de la logique. Nous, on croit que c'est la matière qui crée l'énergie et qui crée la conscience. En fait, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Bon, il y a de plus en plus de gens qui le disent maintenant, hein, dans le modèle post-matérialiste de la physique quantique, de l'astrophysique, etc. On en vient quand même à reconnaître ça. Mais là, dans le chamanisme, c'est vrai qu'on touche du doigt très rapidement ces domaines, réalité ordinaire, monde du rêve ou des esprits avec des petits E, ce qu'on appelle les âmes. Parce qu'il n'y a pas que nous qui avons des âmes, tous les êtres non incarnés dans cette dimension ou incarnés dans d'autres dimensions, c'est aussi des âmes, leur petit bout du grand esprit qui se singularise pour exprimer une des facettes de ce grand esprit. Bref. Mais dans le chamanisme, on a vraiment l'accès à ces domaines, et assez, entre guillemets, facilement et rapidement. Même pour des gens pas doués du tout comme moi. Moi, je suis absolument pas au départ, je suis très rationnel, je suis très formaté, je dirais éduqué et conditionné par le modèle dominant, quoi, mainstream. Et c'est petit à petit que j'ai découvert, et que voilà, il y en a qui faisaient beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que moi, mais ça c'est pas important. L'important c'est que quand même comme moi, ils pouvaient sourire à des réalités alternatives. Et le chamanisme, ça m'a amené aussi à m'intéresser aux psychédéliques, hein, du coup. Et les psychédéliques, j'avais écrit un livre qui s'appelle la médecine psychédélique, hein, qui est toujours d'actualité finalement, parce que c'est en train d'être découvert là aussi par les Occidentaux, puis mais très sérieusement étudié, parce que ça remplace bien et bien plus efficacement les médicaments psychotropes classiques. En une ou deux ou trois prises, on peut changer un état important de maladies importantes qui demandent des années avec des médicaments normaux. Vous voyez. Bref, enfin en tout cas, je me suis intéressé aux psychédéliques, ça m'a encore ouvert d'autres portes sur la conscience et ses états. Et puis après, disons, je me suis intéressé à tout ce qui était une autre forme de conscience, c'est la conscience après la mort.
Donc toutes les recherches sur les expériences de mort imminente, les Near Death Awareness ou les Deathbed Visions, les visions des agonisants, les contacts avec les défunts spontanés ou par médium ou par instruments électroniques, etc. Ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. Bref, donc, et maintenant je m'intéresse à la conscience, ça c'est mon chemin actuel, plus dans la société, dans le groupe, politique presque, pour un monde plus conscient. Comment on peut incarner les qualités de la conscience dans le monde dans lequel on est, c'est-à-dire au niveau de l'économie, de l'écologie, de l'agriculture, de l'éducation, pour avoir une société qui soit basée sur un processus vraiment naturel, parce qu'on est des êtres conscients, on est pénétrés de conscience, on est reliés par la conscience, on baigne dans la conscience nous informe, nous nourrit. Bref, quand on peut apprendre à la sentir, et en fait c'est très simple. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'avant, il fallait des technologies très compliquées, les yogis en Inde, etc., la méditation longue durée, enfin, des écoles ésotériques où il fallait faire des tas de tests d'initiation. Mais en fait, on se rend compte que la conscience, comme elle est toujours là, et les chamans, ils disent, le monde des morts est séparé du monde des vivants par l'épaisseur d'une feuille d'érable. Mais en fait, on peut dire ça de tout. La conscience, comme c'est la même à tous les niveaux, c'est juste le pourcentage de conscience qui diminue ou qui augmente selon les mondes. C'est la même, moi j'appelle ça l'ascenseur de la conscience. C'est le même substrat non matériel qui est présent dans tous les mondes et relie tous les mondes. C'est l'interface naturelle. Donc si on veut, et si on le sait, et si on y croit, et si on a la foi, entre guillemets, et si on pratique, ça peut être très rapide de se mettre dans des états de conscience altérés sans passer par des gros voyages chamaniques, des grosses méditations de 10 jours, des psychédéliques de machin et tout. Ça, au départ, c'est bien de faire ces choses-là parce qu'elles montrent que ça existe. C'est au-delà du petit moi. Et que cet au-delà du petit moi, il est plein d'intelligence, d'amour, de bienveillance et d'information dont on peut se servir pour rendre la vie plus douce et plus aimante à nous et à nos concitoyens, on va dire. Enfin, concitoyens, aux frères et sœurs de conscience. On est tous des frères et sœurs de la même conscience, quoi. Et d'ailleurs, le terme conscience a remplacé Dieu. On pourrait dire Dieu est amour. Là, c'est conscience est amour. Conscience est lumière, amour, connaissance, énergie, etc., etc. Créativité, autodétermination. Voilà donc le trajet qui m'amène maintenant à m'intéresser plus aux aspects sociétaux, de comment mettre en place une société plus consciente. Mais ça peut être aussi même dans les rapports affectifs. Par exemple, là, en ce moment, je m'intéresse au polyamour, c'est-à-dire on possède pas une personne. On n'a pas à la tromper ou à la quitter juste parce qu'il y en a une autre qui arrive dans le champ de la vie. Le champ de la vie est riche. C'est un peu comme l'agriculture. Il faut que ça soit enfin pas que ce soit la monoculture, mais de la polyculture, avec plein d'espèces de plantes qui se fertilisent, cross-fertilisent les unes les autres, qui s'apportent des choses que les unes n'ont pas. Donc ça aussi, c'est un domaine de conscience, le polyamour. Savoir vivre et savoir mourir. Qu'est-ce qu'il y a après la mort, comment s'y préparer. Ça, c'est un domaine de conscience. Donc, je m'intéresse plus à ces choses-là maintenant. Si namakute mede si namakute makata itone makata itone drame yo drame abo yo drama abo. Le chamanisme, en fait, c'est simple. C'est une méthodologie qui a été élaborée petit à petit, progressivement, pragmatiquement, mais aussi au contact des esprits. Parce que les chamans, en fait, au départ, dans la tradition chamanique, il n'y a pas de livre. Hein, ils vont pas à la librairie acheter un livre. Ah, c'est comme ça qu'il faut le chamanisme, etc. Il n'y a pas de formation de groupe, des week-ends, des séminaires. Hein. C'est ils sont pris en général, soit à la naissance, et ils sont élevés jusqu'aux esprits, au monde des esprits. Et là, ils en reçoivent toute l'instruction qu'ils peuvent ensuite utiliser pour leur communauté, soit ils sont frappés par la foudre, atteints d'une maladie grave, et puis ils en survivent, comme s'ils avaient fait une expérience de mort imminente, d'ailleurs, avec des transformations, une capacité parapsychologique quand on fait une expérience de mort imminente. Et ils survivent à cette maladie, et là, ils ont des capacités qu'ils n'avaient pas avant. Mais chamanisme, c'est toute une méthodologie donc, qui a été élaborée petit à petit, mais ce qui est surprenant, c'est que élaboré dans différentes parties du monde qui ne se connectaient pas à l'époque, parce qu'il n'y avait pas Internet. 5000 ans avant Jésus-Christ, les mecs, ils n'avaient pas l'avion pour aller échanger en séminaire leurs techniques. Mais dans différents endroits du monde, différentes cultures, c'est toujours les mêmes techniques qui ont émergé. Donc c'est pour ça, parce que ça vient du pragmatisme. Ces techniques, donc des méthodologies pour contacter le monde des esprits avec un petit E et de l'esprit avec un grand E, comme je disais tout à l'heure. Contacter quoi en fait un monde fait d'information et d'énergie et de pouvoir. Donc aller voyager dans des mondes qu'on appelle le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut dans le chamanisme, et de ces mondes se faire des alliés, des esprits, esprit du monde d'en bas, esprit du monde d'en haut, esprit du monde du milieu, parfois grand esprit, parce qu'il y a aussi le Wakantanka, enfin le grand esprit dans le chamanisme avec un grand, donc on n'est plus dans les petits mondes là, on est dans le tout qui a créé tous ces mondes. Donc aller dans ces différents mondes
pour en retirer, comme je disais, donc information, énergie et pouvoir, et s'en servir pour faire de la divination, pour guérir, pour éloigner des attaques du chaman d'à côté, si c'était le cas, s'il y en avait, pour savoir où est le gibier, c'est-à-dire pour utiliser les capacités non locales, la clairvoyance, de la conscience. Voilà, pour le chaman à l'époque, il était tout. Il était médecin, prêtre, maire du village. Là maintenant, les gens ils vont faire un peu de chamanisme, et puis ils s'installent en cabinet un peu, et puis ils sont un peu connaître, et puis ils font 2-3 choses dans le chamanisme. Mais à l'époque, c'était pas dans un petit bureau, dans un coin de la ville que t'es chaman. C'était le foyer central de la vie de la communauté, quoi. C'était aussi le sage à qui on demandait des conseils, etc. Il était craint, il était aimé, il était redouté, il pouvait même être chassé, voire même tué s'il perdait ses capacités. Donc on n'en est plus là maintenant dans ce qu'on appelle le néo-chamanisme, ce qui est un peu l'équivalent de l'école de la Foundation for Shamanic Studies, FSS, de Michael Harner, un anthropologue américain qui a voyagé dans le monde entier, qui a extrait des différents chamanismes traditionnels les composantes de base. Il appelle ça le core, C-O-R-E, chamanisme, c'est-à-dire le chamanisme central essentiel. Et on retrouve dans le chamanisme ces techniques qui sont maintenant enseignées dans le néo-chamanisme, c'est-à-dire apprendre à voyager dans le monde d'en bas, dans le monde d'en haut, dans le monde du milieu, et pour se faire des amitiés avec des esprits de ces mondes-là, faire du recouvrement d'âme, faire des extractions chamaniques, faire du travail de psychopompe, c'est-à-dire travailler avec les défunts, pour les aider à monter dans la dimension s'ils sont restés coincés, etc. Et je pense pas que j'oublie grand chose. Travailler avec les esprits de la nature, ça je l'ai dit. Ouais, voilà, en gros c'est les principaux domaines du chamanisme. J'espère que j'ai oublié. Mais enfin, c'est vrai qu'on retrouve ça aussi dans tous les chamanismes du monde. Donc ça s'apprend assez bien. On peut assez vite se familiariser avec ces techniques. Ça peut donner assez vite entre guillemets des résultats, c'est-à-dire des choses qu'on n'obtient pas avec d'autres méthodes ou qui sont un peu bizarre, ou enfin bizarre, pas dans le mauvais sens de bizarre, étonnante, presque passionnante, parce que je dis tiens, il y avait tout un univers que je ne connaissais pas, qui était pas loin de moi, qui attendait juste d'être contacté. Parce que le chamanisme, c'est ni plus ni moins que d'utiliser les capacités non locales de la conscience. C'est un sous-ensemble d'exploitation des capacités quantiques de la matière et de la conscience. C'est recréer des connexions. C'est un travail de connexion, mais comme tous les gens qui font du travail avec les esprits, les guérisseurs, les magnétiseurs, ils redécouvrent des connexions qu'ils ont entre leur petite conscience enfermée dans leur petit moi et toutes les autres consciences dans les autres petits moi et la grande conscience qui n'a plus de moi, ou un moi une conscience sans forme. Donc ils puisent dans ce réservoir immense d'énergie et de connaissances duquel on est tous des petites vaguelettes auxquelles on retourne, mais qui nous contient, qui nous forme, nous informe, IN-forme, nous met en forme, et nous déforme quand on meurt, quand on se redissout dans lui au bout d'un certain nombre d'années, c'est même pas des années, je sais pas si on peut compter en quelle unité de temps, mais ouais. Donc voilà, le chamanisme, c'est vraiment, au départ, apprendre à faire des voyages dans des mondes. Alors le monde d'en bas, c'est typiquement le monde d'esprit qui se dévoue pour le travail plus matériel, le travail plus terrestre. Il y en a qui utilisent même pour trouver des places de parking, pardon. C'est en gros, ils font un voyage, ils disent bon, va me trouver s'il te plaît mon animal une place où je dois aller parce que j'ai besoin de me garer là. Bon, c'est très pragmatique, je veux dire, le monde d'en bas parfois. C'est aussi utilisé bien sûr pour la guérison. Il y a des animaux de pouvoir, c'est surtout des animaux qui peuvent faire du travail d'extraction, d'enlever des énergies négatives qui n'appartiennent pas à la personne, qui sont arrivées parce qu'il était en état de faiblesse ou parce qu'il a été dans le chamanisme parfois victime d'un sort, etc. Mais c'est pas souvent le sort, c'est souvent des intrusions comme nous, les microbes, dans notre corps. Donc les animaux qui font ça, les animaux qui vont aider à retrouver le bout d'âme qui s'était déconnecté par la suite d'un traumatisme, d'une peur, et à venir se reconnecter à la personne. Ça peut être un travail très pragmatique de guérison, le monde d'en bas. Alors que dans le monde d'en haut, c'est plutôt un contact avec des esprits évolués, des guides. On peut appeler ça des anges ou des guides spirituels, peu importe. Et c'est souvent sous forme humanoïde. C'est peu souvent des animaux. Les esprits de la nature, les esprits des éléments, de l'eau, du feu, du vent, de l'air, etc. Donc c'est un peu plus sauvage. Le monde d'en haut et le monde d'en bas, on dit que c'est le monde des esprits compassionnés. C'est-à-dire, en fait, des esprits qui aident bien volontiers, qui sont bienveillants, qui ne demandent rien en retour. Parce que dans ce monde-là, on est un peu dans le monde de l'au-delà des NDE, c'est-à-dire c'est un monde où il y a plein de couleurs radieuses, où il y a plein d'amour, d'énergie gratuite, un peu d'énergie libre, on va dire. Alors que dans le monde du milieu,
on travaille des esprits qui, eux, ne sont pas immortels et pour qui l'énergie n'est pas illimitée. Donc, c'est du donnant-donnant. Et puis, il peut y avoir des petits farceurs qui se servent de l'état de faiblesse de l'autre. Donc, on dit toujours en chamanisme, on travaille avec le monde du milieu, que quand on a déjà des alliés dans le monde d'en bas, dans le monde d'en haut, qu'on est déjà j'ai un certain pouvoir pour pouvoir négocier avec ces esprits-là qui, parfois, sont un peu durs en affaires. Je me suis formé successivement à pas mal de techniques. J'avais écrit le livre Psychothérapie et chamanisme, dans lequel justement j'intégrais et je mixais, mais de manière synergique, interactive et intégrative, les différentes techniques psychothérapiques qui viennent du monde occidental et les techniques chamaniques. Parce que j'étais déjà plus dans du chamanisme pur. J'en ai fait, parce que pour la formation, j'ai fait tous les séminaires de la Foundation for Shamanic Studies, plus la formation en 3 ans sur salémanique, plus j'ai vu 2-3 chamans sibériens, Amérique du Sud, africains, etc. Donc voilà. Et à un moment, je faisais un peu de chamanisme classique, on va dire classique, roots, quoi. C'était d'ailleurs très intéressant, je ne regrette pas du tout, et c'était impressionnant. Mais c'était vraiment, j'ai eu une période comme ça. Puis après, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je suis passé un peu à autre chose, dans le sens, c'est devenu juste une approche de plus que j'intégrais à l'hypnose, à l'EMDR, aux thérapies comportementales cognitives, au Tipeee, enfin, je sais plus, à l'EFT, enfin, le cohérence cardiaque, enfin, je ne vais pas tout citer, quoi, mais je veux dire, c'est devenu. Et maintenant, en fait, de plus en plus, je suis sans technique, ça qui est marrant. C'est-à-dire qu'après être passé par les techniques, l'intégration des techniques, même quand j'étais dans la technique des thérapies conventionnelles, j'avais créé avec le professeur Maricardi le DU de psychothérapie intégrative éclectique. J'avais écrit un livre qui s'appelle Les bases de la psychothérapie, qu'on est à sa peut-être 5e édition chez Duno, donc c'est suivi par les étudiants. Mais il y a un moment, c'est comme si les techniques se déposaient, et là je suis plutôt dans une écoute libre et intuitive. Alors évidemment, s'il y a des fois des techniques qui me viennent de mon savoir ancien, ben, je les utilise, mais c'est elles qui m'utilisent plutôt. C'est elles qui passent par moi pour faire leur effet. C'est plus une démarche intellectuelle, rationnelle. Tiens, je vais faire ça parce qu'il y a ça. Puis ah oui, il paraît que telle technique. Non, ça devient très intuitif. C'est-à-dire que parfois je me mets à rêver en face du patient ou avoir des intuitions puis dire des trucs. Je me dis pourquoi je dis ça là. Enfin, je veux dire, et souvent d'ailleurs c'est intéressant. Ou à me contacter plutôt leur âme, essayer de sentir ce qu'elle a vraiment comme mission, comme envie de vivre sur cette terre, qu'est-ce qui la réjouit et qu'est-ce qui la fait fuir, au-delà des objectifs thérapeutiques classiques ou des demandes initiales des patients qui sont souvent pas celles qui sont les plus importantes. Donc maintenant j'utilise de moins en moins de techniques, parfois je vois des choses bizarres, mais je vais pas parler, qui viennent des patients, comme si je voyais la matrice informationnelle, enfin c'est spécial. Mais voilà, donc maintenant je sais que l'esprit est là pour aider, je sais dans quel état d'esprit, dans quelle intentionnalité je peux me mettre pour qu'il vienne m'aider le plus souvent possible, le mieux possible, et j'ai pas de technique, de protocole, de rituel spécial à faire. Moi j'aime beaucoup cette image des chamans qui disent la distance entre le monde ordinaire et le monde des morts, elle n'est pas plus épais qu'une feuille que l'épaisseur de feuille de rêve. Mais moi je dirais pour tous les domaines, toutes les dimensions, tous les mondes visibles, invisibles, tous les niveaux, que ce soit les petits esprits ou le grand esprit, etc., ils sont en fait sur un même point. Il n'y a pas de temps, pas d'espace. On dit ça il y a une matrice sous-jacente à tout ce qui existe, qui est le vrai monde, et qui est en dehors du temps et de l'espace. Et dans ce monde-là, c'est comme un hologramme. Un point contient l'information sur tous les autres. C'est-à-dire quand il y a un changement dans un, tout est changé en même temps. Et lui, il reçoit de l'information de tout. Donc on a beau être un tout petit point, en fait, on est relié à tout dans la temporalité, le futur, le passé, et dans la géographie. Donc en fait, ça veut dire que c'est beaucoup plus proche qu'on ne le croit, tout. Et du coup, quand on sait ça et quand on y croit, parce qu'il faut vraiment y croire pour que ça marche, quoi. Enfin, c'est vrai que les choses se relient et viennent, il y a ces sortes de synchronicité qui arrivent à foison. Et voilà, donc moi je suis plutôt maintenant vers la simplicité et la réceptivité et l'intuition. Après, voilà, c'est mon chemin. Il y en a d'autres qui vont rester dans le chamanisme pur et qui vont progresser. Et pour qui c'était important dans cette vie de passer par là et de le faire. Il n'y a rien qui est bien ou pas bien. C'est comme tout à l'heure, je
parlais du polyamour par rapport à la monogamie séquentielle, c'est-à-dire une seule personne qui la quitte, puis une seule personne qui la quitte, ou alors quelque chose en réseau où il y a finalement personne qui quitte personne, presque, c'est ce genre de polyfidélité, les relations sont riches et au long cours, mais les gens ne sont pas collés l'un à l'autre. Et c'est bien, moi je trouve que c'est bien parce que c'est le chemin naturel de la conscience, mais c'est pas mieux dans le sens que c'est pas ceux qui le font qui ont raison, qui sont évolués, puis les autres non, etc. Tout est utile pour la conscience. Toutes les expériences sont utiles. Toutes les émotions sont utiles. Il n'y a rien à acheter. Tout est là pour enseigner, pour grandir. Donc à partir de là, quoi qu'on choisisse pour sa vie, on va apprendre. Puis les expériences de mort imminente nous apprennent qu'à la fin, quand on quitte le corps, il y a ce qu'on appelle mais il y en a plusieurs en fait à différents niveaux, revue de vie, dans lequel on prend conscience de tout ce qu'on a fait ou pas fait, de qu'est-ce qui était agi par amour ou pas, quel effet on a fait sur les autres par nos comportements, et on comprend. Et tout ce qu'on a fait, il n'y a pas de notion de faute, il n'y a pas à pardonner, il n'y a pas de culpabilité, parce que c'était nécessaire à l'apprentissage. Et sur Terre, on ne peut faire que des apprentissages avec des erreurs, parce que on est dans un monde qui est difficile, il y a l'illusion de la séparation, il y a la mort, il y a la peur, il y a la maladie, la souffrance. C'est pas cool au départ. Donc, alors que tout vu de la conscience vient, c'est beaucoup plus cool. Donc l'erreur n'est absolument pas un problème. On peut pas dire au mineur qui revient de la mine qui est tout noir, oh ben tu t'étais sale, dis donc c'est pas bien. Attends, tu rigoles, je vais à la mine, c'est normal, je suis tout noir. Mais là, aller sur Terre, c'est aller à la mine, quoi. C'est normal qu'on ait plein de défauts, plein d'échecs, et c'est super. Parce que de toute façon, on apprend. Quels que soient les niveaux, quels que soient les univers dans lesquels on est, qui ont un pourcentage de conscience plus ou moins élevé. Plus on arrive vers un univers où il n'y a plus que de la conscience, là, c'est le grand esprit. Plus on arrive avec un univers où il y a il y a peu de conscience et beaucoup de matérialité non consciente, ça, c'est les univers plus matériels, si on veut dire. Mais la partie consciente, même qui est dans la particule subatomique, j'ai écrit un livre avec Emmanuel Ransford qui s'appelle L'homme quantique. Et Emmanuel Ransford, il est très spécialisé dans la physique quantique. Et il montre que le comportement des particules subatomiques, électrons, protons, etc., ne peut s'expliquer que parce qu'il y a déjà de la conscience même à l'intérieur de la particule subatomique. Alors c'est des gouttelettes de protoconscience qui, en s'unissant les unes les autres dans des molécules, puis ensuite des cellules, puis des organismes, etc., peuvent atteindre des consciences plus élevées. Mais même la molécule, la particule subatomique, elle semble avoir, quand on la stresse, quand on la met dans un choix forcé, pourquoi? Parce qu'on peut la mettre en danger de séparation. Or, il n'y a jamais eu un demi-proton, un demi-électron et tout. Ça n'existe pas. C'est 1 ou 0 dans ces mondes-là. Donc, elle est capable d'échapper à la coupure, à la mise en danger de sa structure. Et pour ça, elle doit faire un choix selon ce que fait l'opérateur. C'est pour ça qu'on dit que la conscience modifie l'opération physique quantique. Parce que c'est comme si les particules, et il y a eu des expériences là-dessus, c'est vraiment impressionnant, sentaient à l'avance quel dispositif expérimental on allait exercer sur elles et choisissaient un état ou un autre, une position ou une autre, qui n'était pas du tout aléatoire, qui était une sorte d'autodécision. Alors quand on voit qu'il y a encore des gens qui doutent qu'il y a une intelligence dans les animaux ou dans les plantes, alors que ça a été montré qu'il y a une conscience et une intelligence dans les animaux et les plantes, bien sûr, s'il y en a déjà dans la particule subatomique, c'est intéressant, quoi. Et c'est nécessaire qu'il y ait de la conscience partout, parce que sinon on serait dans le dualisme cartésien. Comment? Parce que Descartes disait, il y a le corps et puis il y a l'âme. Le corps, c'est la res extensa, il est bouilli à certaines lois. L'âme, c'est la res cogita, je suis donc je pense que je suis. Elle obéit à des lois, mais comment ils s'articulent les deux? Comment ils font? Pourtant, ils s'articulent dans la vie quotidienne. Mais alors, ils sont si différents. Ils s'articulent parce que dans la conscience descendante qui vient du rayon, qui est un rayon de la grande conscience, et dans la conscience ascendante qui vient de la matière, parce qu'il y avait la conscience même dans la particule, et les deux s'articulent comme dans Avatar, le cavalier et le cheval, ils ont un truc qui se... Voilà, la conscience descendante de l'âme et la conscience ascendante du corps se lient pour travailler ensemble sur Terre. Eh bien, pourquoi je parle de ça? Parce que, on parlait, voilà, la conscience dans les particules, la conscience dans les cellules, etc., et la conscience qui descend non incarnée, sont constituées. Ransford appelle ça le NDO, c'est-à-dire de quelque chose qui est capable de s'autodéterminer, qui échappe à la causalité linéaire, qui échappe à des règles de jeu fixistes venant de l'extérieur,
que la conscience d'ailleurs a elle-même créée pour jouer avec elle-même, etc., et pour agrandir ses capacités. Enfin, bref, donc cette partie consciente de la molécule, c'est la même qu'on retrouve de l'alpha à l'oméga, de la plus petite particule à la galaxie, et du monde visible au monde invisible, de la matière noire, machin, c'est la même. Donc, comme elle est la même, et qu'elle varie juste selon les mondes en pourcentage, elle peut tout relier instantanément. C'est comme l'intrication quantique. On dit intrication quantique, c'est quand deux particules subatomiques ont été appariées. Si un jour on les sépare, on a beau les mettre à l'autre bout de l'univers, etc. Quand il y en a une qui réagit instantanément, il n'y a pas de notion de temps, et l'autre réagit aussi comme ça forme toujours qu'un seul et même corps, même molécule. Et comme à partir du Big Bang, tout a été d'abord ensemble et tout ensuite a été séparé, tout est encore relié par un chevautrement. Donc ça veut dire que de toute façon, il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas de technique particulière. Si on le sait et si on le veut, on peut faire comme si, oui, on allait te dire tout de suite l'information la plus complète de la part de la grande conscience qui a tout créé. Et ça aide vraiment à la recevoir. Alors on ne la reçoit pas forcément, comme si je lisais un livre avec des textes, des photos, machin, et tout bien clair. Ça dépend des gens, ça dépend de l'entraînement qu'on a. Les médiums, par exemple, ils sont capables de recevoir certains types de conscience très rapidement et très facilement. Puis d'autres, ils le feront brièvement et pas à volonté et avec un peu de confusion. Ce que je veux dire, mais c'est que c'est vraiment se dire que oui, c'est possible que toute l'information de l'univers connu et inconnu, des univers, des multivers, tout ce qui est même soit sous forme matérielle ou sous forme non matérielle dans le monde du rêve, comme je disais avant, ou dans le monde juste de l'esprit, tout juste formé, que tout ça c'est à disponibilité et c'est pas loin parce que il n'y a pas de distance. C'est là, maintenant, tout le temps. Mais c'est pas évident parce qu'on nous a appris exactement le contraire. Et on s'est persuadé, nous, du contraire. Donc le pire, c'est que ces choses les choses les plus simples ne s'enseignent pas. À la limite, elles s'atteignent après être passées dans la complexité, avoir goûté à la complexité, ses couleurs, ses formes, son intérêt ou pas. Puis après, se rendre compte que comme les pelures d'un oignon, on enlève, puis après, ce qui reste, juste la présence et la conscience. Avec les capacités que ça ouvre, si on se laisse toucher par ça et informer par ça. Mais le chamanisme c'est une très bonne école par contre pour justement apprendre à lâcher la raison, pour se mettre en état élargi de conscience, pour voir qu'on n'est pas seul dans l'univers, qu'on peut, qu'il y a vraiment différents mondes et que ces mondes-là sont de conscience, etc. Enfin, c'est une très bonne école de départ, je trouve. Surtout telle qu'elle est enseignée dans le néo-chamanisme, parce que aller travailler qu'un chaman dans la jungle, etc. pendant des années, c'est qui le peut réellement, quoi. Je veux dire, il y a quelques explorateurs encore qui vont le faire, mais bon, dès que t'as une famille, un truc à nourrir, un machin à payer, je dis n'importe quoi, mais puis que t'es pas un explorateur né dans l'âme, le néo-chamanisme tel qu'il est enseigné. Alors, en France, il y a deux grandes écoles. Il y a la FSS, donc Foundation for Shaman Studies, et il y a l'école Nature Conscience Chamanisme, qui a été créée par Liliane Vanderbilt, qui est une psychothérapeute chamane extraordinaire. J'avais coécrit avec elle, mais moi je m'étais plus occupé de la partie scientifique, un livre qui s'appelle L'approche chamanique de la thérapie, qui est son approche qui est exceptionnelle, intégrative, holistique, intelligente, enfin parfaite. Moi je trouve c'est un prototype des nouvelles thérapies qui vont forcément émerger, qui permettent l'alliance encore plus profonde des thérapies modernes et des thérapies ancestrales. Et ça montrera bien d'ailleurs aux thérapeutes modernes qu'on peut utiliser les techniques ancestrales pour enrichir leur propre pratique. Ils sont pas obligés d'abandonner leur pratique et de tout reprendre à zéro et de se plier devant le chamanisme comme devant une nouvelle religion. Pas du tout. Au contraire, ils vont enrichir, ils vont relier à d'autres ressources leur propre thérapie. Ils pourront rester eux-mêmes tout en étant plus riches de ce qu'ils auront appris en se formant à l'approche chamanique de la thérapie, par exemple. Le problème n'est pas l'indication, le problème c'est le chaman. C'est-à-dire un bon chaman, entre guillemets. Alors, je ne vais pas faire la différence entre le bon chaman et le mauvais chaman, comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Bon, le bon chaman, tu demandes un soin, bon, il fait le soin, il te guérit, quoi.
Moi, chaman, tu demandes un soin, bon, tel soin, il va être guéri. Non, en fait, qui peut profiter, c'est pas une question d'éducation. Tout le monde peut potentiellement en profiter. Par contre, il faut trouver le bon chaman. Le bon chaman parce que on a beau tous être formés selon les mêmes méthodes, par exemple dans le néo-chamanisme, eh ben, il y a des gens qui sont naturellement doués plutôt qu'ils ne sont pas. Il y a des gens qui sont déjà naturellement connectés à la conscience ou à leur âme, et puis qui sont dans la bienveillance, la bonté, l'intelligence de la vie, et puis d'autres qui le sont moins. Et on n'est plus dans une question technique, hein, une question vraiment de personnalité. Mais d'ailleurs, dans les psychothérapies classiques modernes, c'est pareil. Quand on regarde les 3 facteurs qui influencent le plus l'efficacité des thérapies, il y a 3 facteurs. Il y a les qualités du thérapeute, les qualités du client. En fait, il y en a 4. Les qualités du client, c'est-à-dire intelligence, facilité à parler, contact avec ses émotions, etc. Hein. Les qualités de la relation thérapeutique qui s'est instaurée et les techniques utilisées. Quand on regarde qu'est-ce qui entre en jeu dans le résultat, il y a d'abord la relation, ensuite les caractéristiques du patient, ensuite seulement les caractéristiques du thérapeute, et ensuite seulement les techniques. Les techniques arrivent en dernier. Donc, et la relation, la qualité de la relation arrive en premier. Donc, un chaman qui a réussi à bien entrer en relation avec le monde intérieur de la personne, ou même avec, au-delà de la psyché individuelle, avec l'âme de la personne, et qui est suffisamment large pour se mettre au service de cet univers, a suffisamment de richesse pour contenir cet univers-là par son propre univers et aller avec ses esprits alliés, parce qu'il a développé beaucoup de ressources et beaucoup de connexions, trouver la bonne ressource pour la bonne personne, ou même mettre la personne en état modifié de conscience, le client, pour que lui-même, pendant le rituel chamanique, il soit en contact d'esprit à lui, qu'il ne connaissait pas d'ailleurs. C'est-à-dire ça devient le client et le patient qui font en même temps, non, le client et le chaman qui en même temps en voyage et élargissent leur conscience. Donc un bon chaman, il sait même faire ça. Alors là, l'indication, c'est tout le monde. Parce qu'on n'est plus dans la médecine occidentale où on dit une technique pour une maladie, un médicament pour un syndrome. Ça, c'est le cloisonnement habituel. Dans le monde de la conscience, il n'y a plus de cloisonnement. Parce que comme je te disais, l'ascension de la conscience, elle relie tous les étages de tous les univers. Donc tu peux aller partout avec ta conscience. Et tu peux rentrer dans toutes les structures et modifier tous les corps émotionnels, les corps mentaux, les corps spirituels, les corps physiques, les corps éthériques. Tu peux tout modifier. La conscience, c'est comme un fleuve qui va nettoyer, qui va dissoudre, qui va charrier les déchets ou qui va être empêché. Et donc le chaman, il va trouver les ressources pour rétablir des chemins pour la conscience, qui va revivifier et réinformer les différents corps. Donc en fait, c'est surtout trouver le bon chaman. Et qui est beaucoup de ressources, de puissance, qui est beaucoup voyagé intérieurement, extérieurement. Il n'y a pas de cloisonnement parce que dans la conscience, tout est atteignable et tout est faisable. Donc il n'y a pas d'indication, de contre-indication. Il n'y a pas ça marche là-dedans, puis ça marche pas là-dedans. Ça va dépendre vraiment de la rencontre du chaman et de son client, et des capacités du chaman et de la relation qu'il va établir avec lui, etc., comme je disais tout à l'heure. Donc, un exemple, ça peut être tout bête, hein, même pour moi je me rappelle pendant ma formation sur 3 ans là, en Suisse alémanique, on faisait un exercice pour apprendre, on appelle ça le word doctoring. Le word doctoring, c'est de trouver des mots qu'on va chanter ensuite au patient pour l'aider à changer ce pourquoi il est venu. Et on voyage, on demande aux esprits alliés pour le patient quels sont les mots qu'on peut lui chanter. Puis après, on avait créé même un costume chamanique qu'on met, etc. Et c'était bête parce que c'était, par exemple, on se soignait mutuellement les uns les autres dans la formation pour apprendre à faire sur soi et sur nos collègues ce qu'on ferait après sur les patients. Et je me rappelle j'avais travaillé avec quelqu'un qui avait un rhume mais depuis un jour, qui arrêtait pas de moucher, le nez tout rouge, qui éternuait, qui était vraiment j'allais presque les gens. J'ai fait la technique du redoctoring, le rhume a disparu. Je ne mens pas, totalement. Je regarde la caméra en face parce que même moi, j'y crois encore pas. Et, c'est spécial parce que ça peut arriver contre les lois de la physique ou contre les lois de la rationalité. Mais ou alors ça peut être des synchronicités toutes bêtes. Je vais encore redonner un exemple de ma formation. Le premier jour de la formation, d'ailleurs, c'est arrivé. Il nous demandait d'aller chercher un nouvel esprit dans le monde d'en haut. Moi, j'avais déjà... Ok, on va chercher un nouvel esprit allié. Et je tombe sur Ganesh. Alors, Ganesh, je me dis, c'est bizarre, ça veut pas être... Enfin, a priori, dans le chamanisme,
Ben, pourquoi pas? Parce que de toute façon, comme ils sont tous reliés, vu que c'est parti tous au vrai domaine, au même domaine, puisqu'il n'y a pas de cloison dans l'absolu, dans la réalité. Je dis ok, c'est Ganesh, bon très bien, super. Puis c'était assez fort, hein, je le voyais bien, je le sentais bien. Et j'arrive au repas de midi. Sur le repas de midi, sur la carte, le menu, il y avait marqué Penne Ganesh, pâte Ganesh. J'ai jamais vu de ma vie. Toi, je sais pas si t'as déjà vu des pâtes Ganesh dans un restaurant. Moi, j'ai jamais vu de ma vie. Juste le jour où je reçois l'esprit, il y a Penne Ganesh. Ou alors une fois, mais ça peut être des trucs comme ça, ou ça peut être des trucs comme les chamans qui cherchent à avoir des réponses pratiques. Une fois, je savais plus si je devais aller parce que c'était en même temps, j'avais un stage de yoga nidra et en même temps, il y avait une possibilité de prendre de l'ayahuasca en Suisse où c'est autorisé. Et je savais pas du tout ce que je devais faire. Est-ce que je devais aller au stage de yoga nidra ou à l'ayahuasca? Parce que les deux étaient super intéressants. Alors je fais un voyage, j'ai pas de réponse tout de suite, mais je sors de chez moi, il y a une voiture qui passe devant moi et je regarde jamais les plaques d'immatriculation. Là, mon œil tombe sur la plaque d'immatriculation, c'était marqué Aya, A-Y-A, comme ayahuasca, quoi. Alors évidemment, je suis allé au stage de ayahuasca. Mais il y a plein de petits trucs comme ça. Et les gens qui font des soins réguliers uniquement chamaniques, ils ont plein d'histoires à raconter sur des guérisons inexpliquées par la médecine classique, on pourrait dire, quoi. Mais c'est pas forcément aussi radical. Ça peut être que la personne, suite à un soin chamanique, fait un rêve, même un grand rêve, c'est un rêve dont elle va se souvenir longtemps, qui est hautement symbolique, qui lui amène beaucoup d'émotions, qui lui permet de comprendre quelque chose de la vie, et que ce rêve lui permette ensuite de changer ce qu'elle va changer de sa vie. Donc c'est pas forcément un soin physique, hein, le chamanisme. Ça peut être un soin qui remet en connexion avec l'âme et qui donc redonne des informations de l'âme et donc un nouveau sens à la vie ou de nouvelles instructions, une nouvelle hygiène de vie à avoir, etc. C'est multiple. C'est difficile de définir parce que nous on a l'habitude, hein, une maladie égale un classement qu'il faut mettre dans la classification de l'OMS et puis un traitement précis avec un pronostic, une étiologie. On a nous appris comme si c'était vraiment des petites bestioles à part, quoi. Mais non, c'est des aléas de connexion de la conscience avec le vivant qui est en nous, la maladie. Et ces aléas, ils sont multiformes. Ils sont changeants. Ils sont comme l'eau qui prend une forme puis une autre et puis qu'on peut pas fixer. La médecine nous fait croire que tout est gravé dans la pierre. Donc, voilà, on sait ce qu'on fait, on va agir là-dessus. Après, on sait que c'est plutôt comme tracé dans le sable. S'il y a une vague qui vient, ça recouvre. Puis après, on sait même que c'est tracé dans l'eau. Aussitôt qu'on l'a tracé, ça se déjà ça, parce que ça devient de plus en plus fluide. Et en fait, la maladie, c'est vraiment une rigidification, un arrêt, une stase, un blocage de cette énergie, de cette information, de cette intelligence, cette bonté qu'est la conscience. Et dès qu'on découle la manière de retirer l'obstacle A, ou relier qu'est-ce que c'était délié, enlever la pierre qui faisait de l'ombre à la lumière, et puis une fois qu'on a enlevé la pierre, il n'y a plus d'ombre que de la lumière. Donc l'ombre n'existait pas en elle-même, c'est juste un arrêt momentané de la lumière. Et ben si on met l'ombre et la lumière, c'est pas l'ombre qui va atteindre la lumière, hein, c'est la lumière qui illumine l'ombre. Donc voilà, c'est des choses toutes simples, des principes tout simples, hein, mais qui échappent aux classifications habituelles. Parce que c'est pour ça qu'on peut pas dire c'est plutôt pour des maladies somatiques ou psychiques, c'est pour les deux. Ou les deux en même temps, ou les deux séparés. C'est psychosomatique. Alors, il y a juste, on me pose souvent la question, parce que comme je suis psychiatre, et les psychotiques alors est-ce qu'ils sont amenables au chamanisme? Parce que souvent, on pense que certains psychotiques sont peut-être possédés, c'est pour ça qu'ils entendent des voix, qu'ils font des délirantes, etc. Alors c'est compliqué comme réponse, parce que les psychotiques, ils ont déjà été pris en charge aux États-Unis. Il y a des communautés chamaniques qui prennent en charge certains psychotiques. Mais ils le font effectivement 24 heures sur 24 et dans le cadre d'une communauté. C'est-à-dire c'est jamais un soignant tout seul avec un malade psychotique. Et petit à petit, ils utilisent leurs capacités particulières pour les ritualiser, pour leur redonner sens et les mettre au service de la communauté. Donc ils sortent, parce que le problème de la psychose et du délire, c'est que je suis tout seul dans mon monde et que personne ne partage et que je me coupe au fur et à mesure des gens. Donc là, ils retissent des liens, et des liens où, de nouveau, les émotions des autres, l'empathie, peuvent être ressentis par le patient psychotique. Et au lieu d'être une stigmatisation, une honte, cette maladie, ça devient presque une particularité qui permet une utilité dans la tribu, dans le groupe. Mais en France, dans les pays occidentaux, quand il n'y a pas
tous ces groupes il faut éviter le chamanisme avec les personnes psychotiques parce que ça risque de leur faire aller beaucoup trop dans la tête et ça risque d'alimenter leur délire et leur hallucination. Donc là, c'est le cas typique d'une indication qui dépend de l'intensité du type de soins qu'on propose. Mais c'est la même chose avec les soins occidentaux modernes. Un psychotique, si on prétend pouvoir le suivre juste dans son cabinet 1 heure par semaine, alors que tout le reste du temps il est tout seul dans un appartement avec du délire, on peut pas. Là, c'est une équipe hospitalière, un hôpital de jour, un CMP, des gens qui sont là 24 heures sur 24, quasi 7 jours sur 7. Donc c'est un peu la même chose, hein. Il y a du bon sens dans le chamanisme. On n'est pas tout puissant parce que ça c'est souvent la tentation de se dire oh là là, mais en fait les psychotiques sont des chamans et donc maintenant que je suis moi aussi un peu chaman, je vais rentrer dans leur monde puis je vais sortir de là, etc. Ouais, ben, bonne chance mon gars. Amuse-toi bien, tu verras. Arrête pas trop quand même. Donc j'ai la seule restriction que j'aurais, ce serait pour les patients psychotiques. Sauf dans des structures exceptionnelles, mais il n'y en a pas comme ça. On me demande souvent, y a-t-il des hôpitaux, des cliniques qui sont d'obédience totalement chamanique et qui peuvent prendre en charge un psychotique? Moi, j'en connais pas. S'il y en a qui en connaissent, surtout téléphonez-moi que je répercute l'information ou téléphonez au site où va être cette vidéo parce que l'information est importante. Il y a souvent des gens qui me la demandent. Voilà. Mais je ne veux pas parler des dangers du chamanisme parce qu'on est trop dans une société du zéro risque, tout est dangereux, à la limite, il ne faudrait même plus prendre sa voiture parce que de toute façon on va avoir un accident, il ne faudrait plus faire de sport à risque parce qu'on peut en effet, mais il faut, enfin je veux dire, ça devient une parano quoi, généralisée et puis qui restreint les libertés plus qu'elle ne le devrait. Donc je ne veux pas parler de danger du chamanisme, du bon sens, mais bien sûr qu'il y a chez les chamans des charlatans et des gens dangereux parce qu'ils sont pervers narcissiques, parce qu'ils sont psychopathes, dans toutes les professions, garagistes, boulangers, psychiatres. Il y a des pervers, il y a des malades, bah oui, mais alors on fait plus rien, on va plus au psychiatre, on commande plus sa viande chez le boulanger, j'allais dire chez le chirurgien non plus d'ailleurs, surtout pas, chez le boucher, pardon, parce qu'il peut vous armer un mauvais morceau, un truc pourri, bah oui, mais on fait plus rien, quoi. Donc, oui, mais du bon sens, renseignez-vous, c'est que, comme toujours, le bouche à oreille. S'il y a 10 personnes qui sont allées qui disent super, bah vous avez moins de risques de tomber sur un charlatan qu'un type que vous avez pris au hasard dans les pages jaunes, qui semble un peu d'autre, vous vous sentez mal, et puis vous y allez quand même. Bah oui, bah non, non. Je veux dire, c'est tout, c'est du bon sens. On en fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'on n'est pas habitué au pouvoir de la conscience et à ce côté génératif, universel, omniprésent, omnipotent. On n'est pas habitué. C'est un peu comme l'énergie libre de Tesla, quoi. On l'utilise pas parce que c'est tellement beau, c'est tellement gratuit, c'est tellement illimité qu'on n'y croit pas. Et en tout cas, ceux qui ont besoin de capter notre attention, notre argent, les grands groupes qui vendent de l'énergie polluante, sale et coûteuse pour nous maintenir en esclavage énergétique, eux, ils veulent surtout pas qu'on entende parler. Mais on est presque devenu suspect des choses qui sont belles, bien, gratuites et non polluantes et libres. La conscience, c'est le cas. C'est à votre disposition. Et il n'y a pas besoin de faire des hautes études pour la contacter. Mais de toute façon, à partir du moment où on veut se mettre en contact avec la conscience appelle la conscience attire la conscience. Donc il va y avoir des hasards, entre guillemets, de synchronicité qui vont vous amener vers le bon enseignant, la bonne lecture, le bon rêve qui va vous toucher, le bon feeling. Il suffit de se mettre en route, quoi. Marcher dans la nature et méditer en face d'un arbre ou à côté d'une fontaine ou un ruisseau, etc. Essayez de vous rappeler vos rêves, de les noter et petit à petit vous en souvenir de plus en plus, parce que quand on veut les noter, qu'on y porte à terre, on s'en souvient de plus en plus, et de savoir, d'avoir confiance qu'ils peuvent vraiment vous apporter des informations intéressantes. Écoutez vos intuitions aussi. Et l'intuition, elle se travaille pas seulement au niveau mental, bien entendu, c'est plutôt au niveau du corps qu'on sent l'intuition. Le corps nous donne souvent des sensations, des réponses très claires sur est-ce que c'est bon ou pas pour moi. Alors que la tête, elle va hésiter, elle va rentrer dans un dilemme, elle va être conflictuelle. Non, le corps, il sait tout de suite si c'est bon ou pas. Mais aussi, je parle des méthodes qui réveillent l'intelligence du corps, hein. Ça peut être le yoga, le qigong, la méditation, la danse spontanée, enfin, plein de choses. Utilisez votre corps, faites plaisir à votre corps parce que c'est lui qui attire à l'âme. Elle aime bien l'âme être dans un bon nid douillet, bien joyeux, bien vibrant,
bien vivant. Donc préparez-lui un bon terrain d'atterrissage en vous occupant de votre corps, mais pas par des trucs brutaux qui traumatisent l'articulation en force, mais plutôt tout ce qui est dans la vibration, le rythme, la danse, le jeu, le plaisir. Ça peut être du tantra aussi. Il y a plein de méthodes comme ça qui permettent de redonner de la vivance, de la vibrance au corps, de la joie de vivre. Voilà, puis écoutez, sur YouTube, il y a plein de vidéos super intéressantes sur des gens qui justement travaillent de différentes façons, sous différentes formes avec la conscience. Il y a par exemple Lobve qui est très intéressant à connaître. Il y a une chaîne Tistria qui montre plein de documentaires intéressants. Voilà, et vous trouverez peut-être le truc qui vous correspond et que vous aurez envie de creuser, qui vous attirera et qui sera votre chemin à vous d'accès à haut débit, à la fibre optique de la conscience, quoi. Et elle vous enseignera après la conscience. Après, une fois qu'on est branché, c'est comme si vous y branchez sur une chaîne d'enseignement continu. Si vous ne pouvez pas, vous recevez l'information. C'est tout. Mais ouais, contact avec la nature, contact avec son corps. Et puis être plus dans la joie et le plaisir que dans le devoir et l'obligation. Parce qu'après, ne pas hésiter à changer de métier. Tout ce que je vais dire après, tout le monde me dit, puis c'est évident. Il y a une excellente méthode qui n'est pas assez connue, qui s'appelle le Tipeee. Maintenant, ça s'appelle même plus le Tipeee, ça s'appelle régulation émotionnelle. Donc, il faut que les gens sachent que c'est l'équivalent. Et c'est une méthode qui emprunte un peu la méditation, qui emprunte un peu au focusing, mais qui est originale en soi quand même, et qui est assez géniale parce qu'elle permet de vivre en conscience toutes les émotions, sans les esquiver, sans les fuir, sans chercher à les contrôler. Et elle va dénouer les tensions, les mémoires traumatiques dans le corps en même temps, et sans savoir pourquoi la personne elle change. Mais c'est une bonne façon d'accepter, d'accueillir, d'intégrer, d'aimer, de respecter toutes les émotions qu'on va vivre sur Terre et de comprendre que toutes les émotions sont bonnes. Il y en a pas une qui est bonne et puis l'autre qui est mauvaise, une positive, une négative. Qu'on est sur Terre pour faire des expériences, quoi, et pour prendre conscience d'expériences. Si possible dans l'amour, ça peut servir parce que après, c'est ce qui est montré dans les expériences de mort imminente, mais c'est évident. Mais voilà, le Tipeee avant tout, c'est vraiment une méthode pour les thérapeutes qui est assez simple à acquérir, donc c'est bien. Et ou la régulation émotionnelle, et pour les patients, ça peut être vraiment très utile. Moi, sur Lyon, je connais par exemple une thérapeute qui s'appelle Marie-Odile Riffard, et qui travaille très très bien avec le Tipeee. J'en vois pas mal de patients maintenant pour ce quoi, c'est super les résultats. Mais c'est pour dire, il y a sûrement dans votre ville à vous quelqu'un qui travaille avec le Tipeee, et vraiment c'est une méthode qui est spirituelle sans en avoir l'air, qui est très profonde sans en avoir l'air, et qui est efficace à court terme. Les gens qui maîtrisent le MDR et le Tipeee, c'est un peu le cas de Mme Rivard d'ailleurs, ils ont deux outils très puissants qui peuvent répondre à beaucoup de choses. Et se passent dans des séances, comme c'est des séances qui augmentent l'état de conscience, parfois des phénomènes chamaniques. Alors, c'est presque une erreur de dire chamanique, parce que c'est comme si on mettait, non, ça appartient au chamanisme, c'est dans la boîte chamanisme. Non, on la mettait dans la boîte chamanisme parce qu'on n'élargissait pas la conscience, mais dès qu'on élargit la conscience, il y a des phénomènes chrétiens, des phénomènes bouddhistes, des phénomènes chamaniques, des phénomènes, tout ce que tu veux, quoi, ça ne veut plus rien dire, les étiquettes.